J'ai pensé partager avec vous mon expérience et mon cheminement, parce que c'est un cheminement qui n'est pas très classique. Euh, pour certaines personnes, ce cheminement pourrait paraître logique, mais pour d'autres, c'est totalement paradoxal, puisque c'est un cheminement qui m'a fait devenir à la fois médecin vétérinaire et vegan. Et on va voir qu'il y a quand même un certain paradoxe dans cette combinaison. Donc, je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de ce combat. C'est un combat qui m'est très cher et qui représente finalement la principale raison pour moi de vivre actuellement. Donc, ce combat dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le combat contre l'oppression. L'oppression des plus faibles par les plus forts. Ça inclut toutes les espèces, ça inclut les êtres humains évidemment, mais en ce qui concerne mon activisme, c'est en particulier l'oppression, la domination de l'être humain sur les autres espèces animales qu'il considère comme inférieures à lui et en dessous de lui. Alors je suis heureux de vous voir si nombreux parce que je pense que vous connaissez le thème des discussions aujourd'hui, donc vous savez à quoi vous attendre. Alors ça me laisse espérer que ce combat, c'est aussi le vôtre, au moins en partie ou même en totalité. Alors merci d'être ici aujourd'hui. Je n'ai pas toujours été activiste, je n'ai pas toujours été végane, je ne suis pas né comme ça, mais j'ai toujours aimé les êtres animaux. Aussi loin qu'on remonte dans mon enfance, j'ai toujours voulu être le docteur des animaux, le docteur des êtres animaux. Donc ça a toujours été le cas dès que j'ai pu parler et qu'on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et au fur et à mesure que je grandissais, cet amour ne diminuait pas, il augmentait. Et il changeait aussi, on va voir comment. Parce qu'il y a plusieurs façons d'aimer. Il y a des façons spécistes et des façons non spécistes. Et mes parents pensaient au début, bon, c'est une idée, ça va passer. Parce qu'après tout, beaucoup d'enfants veulent être un jour docteurs des animaux. Mais dans mon cas, l'histoire a montré qu'ils se sont trompés à mon sujet puisque j'ai persévéré. Donc le temps a passé, j'ai continué, j'ai persisté sur la voie que ma vocation avait tracée. Et éventuellement, j'ai fait mes études en médecine vétérinaire et je suis devenu docteur des animaux, des êtres animaux. Donc j'avais atteint mon but finalement. En fait, plus le temps passait, plus j'avais l'impression que je manquais quelque chose. J'avais l'impression d'avoir manqué quelque chose et j'avais l'impression peut-être de ne pas avoir atteint mon véritable objectif. Donc, j'avais vraiment l'impression que ma vocation ne pouvait pas se vivre pleinement dans ma profession vétérinaire. Et je ne dis pas ça pour dénigrer la profession vétérinaire ni mes collègues, je parle de mon expérience, de ce que je ressens. Ce que je ressens, je sais que c'est vrai, c'est ce que je ressens. Mais je ne condamne pas mes confrères. Mais malgré ça, je prenais conscience d'une incohérence. Une incohérence qui caractérise nos rapports avec les êtres animaux. Et ça, c'était difficile à vivre. Mais cette incohérence, je l'avais vécue déjà pendant mes études vétérinaires, mais ça s'est accentué avec le temps. Donc, je suis devenu végétarien pendant mes études vétérinaires, donc ça fait plus que 20 ans. Et là, j'avais pensé que j'avais enfin trouvé un équilibre de vie, une approche cohérente avec mon amour et ma compassion envers les êtres animaux. Mais comme beaucoup de gens, je vivais dans une illusion, je me trompais, parce que c'est pas juste ça. C'est pas juste ne pas manger des animaux. Ça va bien plus loin que ça. Donc, après quelques années, quand j'ai réalisé qu'être végétarien, ne pas manger des animaux ou des parties, des produits de ces animaux, quand j'ai réalisé que ça n'était pas suffisant, bien là, le dilemme s'est accentué. J'avais de plus en plus de questionnements. Puis j'ai réalisé que non seulement l'exploitation que nous faisons des êtres animaux leur cause de la souffrance et souvent la mort aussi, mais qu'en plus, la médecine vétérinaire aussi participe à cette exploitation. Donc j'ai réalisé que l'enseignement vétérinaire, l'enseignement de la médecine vétérinaire banalise, institutionnalise beaucoup d'atrocités commises envers les êtres animaux et anesthésie je dis ça parce que je suis anesthésiste, mais
l'enseignement vétérinaire anesthésie notre empathie et notre compassion en faisant cette banalisation. Et parfois même l'euthanasie, donc la réduit au silence, parce qu'on est habitué à voir la façon dont on traite et on est habitué à contribuer à cette exploitation aussi. Donc finalement, c'est avec un peu de douleur que j'ai réalisé que la médecine vétérinaire, c'était peut-être pas ma vraie vocation. Alors, je suis resté en médecine vétérinaire parce que je pense que je peux aider les êtres animaux et je peux aider la cause aussi par ce statut, mais je me sens plus chez moi parmi des gens comme vous qu'auprès de mes collègues. Donc, et mes collègues le savent. Donc, je suis devenu végétalien et vegan il y a quelques années, très tardivement. Ça a été long pour ouvrir les yeux, mais c'est d'autant plus difficile qu'on a été, comment on dit en français, brainwashé pendant des années. C'est difficile de se sortir de ça. Alors, donc ça m'a pris du temps, c'est sûr. J'ai commencé tardivement à faire l'activisme, très tardivement. Je regrette un peu ce temps perdu, mais il y a des choses qui restent en avant à s'accomplir. Bon, durant mes études vétérinaires, oui, je faisais partie. J'avais cofondé un groupe étudiant pour la promotion d'un enseignement éthique. On a accompli beaucoup de réalisations importantes. Mais c'est seulement il y a quelques années, même pas 4 ans, que j'ai commencé à m'impliquer de manière vraiment active, engagée dans l'activisme, autant par les réseaux sociaux que sur le terrain et à différents niveaux. Alors, une façon d'expliquer ce délai, parce que ça peut paraître long, avant de se mettre vraiment à faire de l'activisme, c'est parce que je connaissais personne dans mon entourage personnel et professionnel. Donc, vegan, j'étais, quand j'ai commencé, le seul dans ma famille. J'ai converti mes 2 petites sœurs. Et dans ma profession, j'avais beau chercher, ils sont bien cachés. Mais alors, ça peut expliquer en partie ce délai. Pourquoi ça a pris tant de temps? Donc, mais au fur et à mesure, il a fallu une personne. C'est une personne un jour, je ne sais plus comment, parce que je commençais à publier par-ci, par-là sur Facebook, mais des choses sur les êtres animaux. Et quelqu'un m'a dit, peut-être tu devrais venir, on fait une marche, une manifestation. C'était pour les droits des animaux. Donc, et il a suffi qu'une personne me contacte pour que mon réseau naisse et grandisse de manière exponentielle. Et à partir de là, au fur et à mesure que les gens, des contacts entraient dans mon réseau, je m'impliquais de plus en plus. Donc la création des réseaux, c'est extrêmement important. Donc chaque personne a une valeur individuelle dans son activisme, mais on est plus fort quand on est unis, quand on a des exemples aussi à suivre ou quand on a des idées qu'on peut partager. Combien t'en as Facebook actuellement? Combien d'amis? Tu sais, les amis Facebook, qu'est-ce qu'elle a dit? Avoir des amis sur Facebook, c'est comme être riche au Monopoly. Mais il y en a parmi ceux-là qui sont des vrais amis. Je ne sais pas, peut-être 2000, presque 2000, bientôt. Mais ce n'est pas ça qui est important. La plupart d'entre vous n'êtes pas des amis Facebook, mais par chance, on n'a pas besoin de Facebook pour être des amis. Donc, aujourd'hui, l'activisme, ça représente une grande partie de mes activités et la quasi-totalité de mes activités extra-professionnelles. Et j'ai fait le choix de m'impliquer moins dans ma profession vétérinaire, qui m'occupe encore beaucoup, énormément, trop même. Mais j'ai fait le choix de m'impliquer plus, de laisser plus de place pour l'activisme parce que j'ai l'impression que c'est ma conviction que je peux plus aider la cause animale par l'activisme que par l'aspect médical de ma profession et que ma vocation s'accomplira plus dans l'activisme. Encore une fois, le message, je ne dénigre pas ma profession ni mes confrères. Donc, tout ça pour dire que je pense que c'est important, si on veut mener des actions efficaces, de se créer un réseau. Donc, ou des réseaux, parce qu'on peut appartenir à plusieurs groupes différents. C'est comme un réseau de réseaux. Et c'est important d'être entouré de personnes engagées qui partagent les mêmes valeurs, qui sont engagées à différents degrés pour la cause des êtres animaux. Donc, c'est pour ça que l'événement d'aujourd'hui est important.
On n'a pas à vous convaincre, de l'importance de la cause, mais le but, c'est d'alimenter la flamme qui vous habite, mais aussi de vous aider à faire des connexions avec des nouveaux groupes, donc, et éventuellement de nous rejoindre, de nous aider dans différents combats. Donc, merci pour cette initiative. Merci beaucoup. Donc, Des questions? pardon? Êtes-vous prêt pour des questions? Ah non, c'est pas fini. Non. Je vais dire merci souvent. Mais merci pour... Puis je suis vraiment heureux de voir que parmi vous, il y a beaucoup de gens, peut-être tout le monde, que je peux vous appeler des sœurs d'armes, des frères d'armes, parce que c'est un combat que nous menons, comme je disais au début. Donc, ce combat prend diverses formes. On pourrait en parler très longtemps, mais je pense qu'il y a une manière importante de vivre notre activisme. Notre compassion doit être aussi cohérente dans l'approche que nous avons vis-à-vis des gens qui ne pensent pas comme nous. Notre activisme, et ça c'est ce que je dis, c'est ce que je pense, je n'essaie pas de vous forcer à le croire. Je pense que notre activisme, il doit être doux et respectueux, mais ferme, déterminé, inébranlable. Ne pas être agressif, et je vais revenir un peu là-dessus un peu plus loin, ne pas faire preuve d'agressivité dans l'attitude et les propos. La seule agressivité qu'on doit avoir, c'est dans la détermination que nous avons. Donc, on peut prendre par exemple, justement, il y a Geneviève juste en face de moi qui revient fois après fois sans arrêt au conseil de ville, toujours à poser des questions par rapport à la gestion animalière. Ça, c'est une forme d'agressivité parce que c'est l'obstination. Ne pas se laisser décourager et ne pas lâcher prise. Par contre, l'agressivité ne doit pas se manifester par des commentaires désobligeants. N'oubliez pas que dans bien des cas, les gens avec qui nous parlons, à qui nous essayons d'ouvrir les yeux, c'est juste des personnes qui sont ignorantes comme nous l'étions auparavant. Donc ces personnes n'ont pas eu la chance d'ouvrir les yeux encore, pas encore. Donc le but de notre activisme, c'est d'éveiller les consciences, parce que quand la conscience est éveillée, il n'y a aucun argument qui peut la faire changer, qui peut la faire dévier de la route. Et dans ce cas-là, le chemin devient très clair. Souvenons-nous aussi que la plupart d'entre nous, c'est mon cas, nous ne sommes pas nés véganes, nous ne sommes pas nés activistes, nous avons consommé des animaux, nous avons porté leur peau, quand on était jeune, on aimait bien les cirques, etc., etc. Donc, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas supérieurs. Tout à l'heure, Anita disait ne pas juger. Donc, d'ailleurs, une belle phrase, c'est une de mes citations préférées qui est sur ma page Facebook. Nous ne sommes pas supérieurs. Nous ne nous considérons pas supérieurs aux autres parce que nous sommes véganes. Nous sommes véganes parce que nous ne nous considérons pas supérieurs aux autres. Les autres, dans ce cas-ci, étant évidemment toutes les autres espèces des êtres animaux que l'être humain a la fâcheuse habitude de considérer comme inférieurs et en dessous de lui. Donc nous ne sommes pas supérieurs. Cette cause, comme je le disais tout à l'heure, c'est une guerre, mais une guerre pacifique. Donc c'est une guerre pacifique. Et la société dans laquelle nous vivons représente tous ces champs de bataille. Il y a beaucoup de champs de bataille. On a besoin de beaucoup de soldats. Votre activisme commence par la sensibilisation dans votre entourage, la famille, à la maison, les collègues de travail. Sélectionnez-les bien et choisissez vos mots, mais ce n'est pas toujours évident quand on sort du cercle familial. Même parfois dans la famille, ce n'est pas évident. Mais il y a d'autres façons. Il y a d'autres façons d'intervenir. Donc, je vais les passer en revue très brièvement, sans aller dans le détail, juste pour vous montrer l'étendue des possibilités d'intervention, mais en sachant que ce n'est pas possible pour une personne de s'impliquer à 100% dans toutes les manières. Et ça dépend des capacités aussi, des talents aussi. Bon, les interventions sur le terrain, c'est important. On peut faire ça sur les réseaux sociaux, mais il faut aussi sortir devant son écran. Et par exemple, les vigiles, c'est un exemple. Donc, vigile contre la fourrure, vigile antispéciste, vigile devant les abattoirs, et il y en a plein d'autres comme ça. Donc ça, c'est une façon de faire passer un message pacifiquement.
Il y a les marches aussi, les marches, les manifestations. Donc, ça augmente la visibilité de la cause. Ça n'a pas nécessairement le même impact et ça ne vise pas nécessairement le même type de public, mais ça augmente la visibilité et parfois aussi ça a des retombées médiatiques. Les marches, les journaux en parlent et on s'arrange pour que les journaux en parlent. Donc, il y a la marche annuelle pour la fermeture des abattoirs qui cette année ne se fera pas à Montréal, partira de Montréal et ira jusqu'à Ottawa, pas à pied. Et donc, on ira rejoindre d'autres groupes, hein, un réseau, on parlait d'un réseau. Donc, il y a une marche, alors la marche contre les abattoirs, c'est le 17 juin, mais il y a une marche le 17 mai, donc c'est à Montréal aussi, et c'est pour protester contre la gestion, la politique animalière à Montréal, les calèches, les chevaux de calèche, les races dangereuses de chiens, le rodéo, et ainsi de suite. Oui. D'autres façons, ce sont les actions directes. Donc, les actions directes pour s'opposer à des événements qui causent de la souffrance aux animaux. Il y a un avocat dans la salle. Ces actions, en général, c'est recommandé un minimum de préparation juridique parce qu'il peut y avoir des débordements. Donc, surtout quand vous intervenez sur place, faites bien attention à ce que vous pouvez faire et ne pas faire, ne pas interférer avec la jouissance des biens ou avec surtout faites attention si vous voulez donner de l'eau à des cochons dans un camion. Mais les actions directes, bien planifiées, pacifiques et légalement bien préparées, peuvent avoir un impact aussi. Ensuite, d'autres façons, pour ceux qui ont la capacité, les conférences, les cours à la population, dans les écoles, dans les universités. On a ici le professeur Alain Roy, professeur de droit à la faculté de droit de l'Université de Montréal, qui a créé, c'est la première fois que ça se fait ici, qui a créé un cours d'éthique animale. Donc, on y parle. Alors, j'ai eu le plaisir d'être conférencier invité avec professeur Arnaud, avec plusieurs autres personnes. Et il est clair que c'est un cours qui est orienté c'est pas un cours juridique froid et neutre, c'est très orienté vers les droits des animaux. Et je ne sais pas si on prononce le mot véganisme, mais c'est tout juste. Donc, mais c'est très, très important ce genre c'est une première, ça existe dans d'autres pays, mais on forme des futurs juristes. Donc c'est important, ce sont ces gens-là qui vont éventuellement, lors d'un jugement, aller au-delà de la question juste légale, mais déborder sur l'aspect moral et éthique. Donc c'est une autre façon, ou des événements comme aujourd'hui, des conférences, Festival Vegan de Montréal, donc pour ceux qui ont les connaissances, le talent, intervention auprès des médias, alors les journaux, la radio, la télé, s'il y en a qui ont du talent pour écrire des livres, c'est possible. Donc, je ne peux pas commencer à faire une liste exhaustive, mais j'ai en tête Martin Gibert avec son livre « Voir son steak comme un animal mort ». Là, j'essaie de voir plus local que québécois, mais il y en a d'autres. Élise Desaulniers avec « Je mange avec ma tête » ou « Cash cow », vache à lait. Donc, c'est d'autres manières encore. Les possibilités sont immenses. Donc, les médias, c'est important. Il faut que le message passe et que ça passe provincialement, nationalement et, comme dans le cas d'Anita, internationalement. Les interventions politiques, là on commence à aller à un certain niveau, c'est sûr que ce n'est pas donné à tout le monde, mais si on parle du conseil de ville, tout citoyen, toute citoyenne peut intervenir. Tu y étais, Eric, Geneviève, Étienne. Donc c'est un exemple, intervention politique au conseil de ville, dans le cas des rodéos, les chevaux de calèche, entre autres, les races de chiens dangereuses. Intervention auprès du gouvernement aussi. Donc, nous sommes allés au MAPAC pour nous opposer, nous opposer au rodéo, nous opposer aux courses de cochons à Sainte-Perpétue, et aussi faire en sorte que l'épidémie meurtrière d'incendie qui touche le Québec cesse enfin. Chaque année, des dizaines de milliers d'animaux meurent brûlés vifs parce qu'il y a aucune norme de protection incendie, parce que c'est comme des objets qu'on stocke dans un garage. Donc, et à ce sujet-là, à la fin
de l'événement, on vous donnera des petits flyers et il y a une pétition à signer, soit sur papier ou sur Internet. Et on va la présenter. On est allé au MAPAC et là, on va représenter un autre ministère qui est responsable des normes incendie. Mais c'est énorme. Donc, c'est un palier qu'on ne peut pas éviter si on veut vraiment faire avancer les choses. Donc, et finalement, ultimement, toutes ces façons ne sont pas mutuellement exclusives, mais ultimement, il y a les interventions juridiques, donc légales. Donc, vous ne vous sentez pas obligé d'être accusé d'aller en jugement comme Anita. Ce n'est pas dans ce sens-là que je voulais dire, mais on a la chance d'avoir, grâce à Maître Nicolas Morello, d'avoir le DAC depuis cette année, donc Droit Animal Québec, dont la mission est de sensibiliser, de faire l'éducation de la population, mais aussi d'être la voix des animaux, des êtres animaux, et de les représenter devant les tribunaux. C'est un peu l'équivalent du Animal Justice du Canada anglais. On a ça maintenant au Québec. C'est la voix des animaux devant les tribunaux. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, bon, je ne peux pas aller trop dans le détail, mais il y a des actions juridiques, vous avez peut-être entendu parler, qui se font dans le but de bloquer le rodéo de Montréal. Mais au-delà de ça, les rodéos en général, les courses de cochons et bien d'autres activités inadmissibles qui causent de la souffrance aux êtres animaux. Donc voilà, ça c'est une liste d'actions. Ce n'est pas exhaustif, évidemment, mais ça vous donne une idée de la vaste étendue des manières dont on peut s'impliquer. Et grâce à la formation de réseau, vous allez apprendre comment vous impliquer davantage en vous connectant avec des personnes qui sont déjà engagées dans ces différentes actions. Donc je vous laisse avec une phrase que j'aime beaucoup, une citation que j'aime beaucoup, qui devrait vous aider à être actif plutôt que rester dans l'inaction face à l'oppression. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Est-ce qu'il y en a parmi qui a des questions peut-être, Coco? Les incendies? Pas chez moi, mais en face de chez moi, il y avait une porcherie brûlée. Fait que je sais c'est quoi, mais je comprends pas comment, après toutes ces années, ils n'ont pas. Tu sais, comment les compagnies d'assurance peuvent accepter d'indemniser. La question, c'est comment les compagnies d'assurance peuvent continuer d'indemniser les fermes qui passent, qui brûlent. Donc, premièrement, il n'y a pas de normes. Donc, on ne peut pas pénaliser un agriculteur parce qu'il n'a pas respecté des normes. Il n'y en a pas. Mais il y a des compagnies d'assurance, malgré tout, qui vont faire des recommandations. Donc, ce n'est pas parfait, mais il y a quand même des recommandations, mais officieuses, qui se dépendent de chaque compagnie. Donc, je pense je travaille beaucoup, en fait, Roxane est la personne avec laquelle je travaille très étroitement. Elle est très, très, très impliquée dans ce dossier. Et il y a des compagnies même qui sont parfois délaissées par les agriculteurs parce que il y a des exigences qui sont plus importantes aussi. Donc, et il y a des comment on appelle ça, des primes aussi plus élevées avec ces compagnies-là. Donc, il y a quand même des compagnies qui ont des exigences, mais ce n'est pas des exigences qui sont universelles. Ce sont des exigences qui sont propres à telle ou telle compagnie. Mais étant donné qu'il n'y a pas de normes, si une compagnie n'impose pas elle-même des recommandations, comment une compagnie pourrait pénaliser un agriculteur? Elle pourrait aussi bien dire qu'elle refuse de le financer, mais il n'y a pas de pénalité possible, étant donné qu'il n'y a pas de normes que les agriculteurs doivent respecter. Donc notre objectif, c'est qu'il y ait des normes qui soient instaurées, mais c'est aussi qu'il y ait... en fait, notre objectif, c'est qu'il n'y ait plus d'animaux dans les endroits où ils sont produits.
Donc comme ça règle le problème des incendies et des animaux qui meurent. Mais en attendant ça, c'est qu'il y ait des normes minimales qui soient instaurées, mais il y a un volet financier aussi. Donc si on veut que ça se fasse, il faut qu'il y ait de l'argent qui soit disponible pour faire ces changements. Mais même les fermes qui brûlent et qui repartent à neuf, repartent avec la même absence de normes. Donc, ce n'est même pas une question de ce sont des vieux bâtiments et c'est difficile, c'est compliqué à rénover. C'est juste qu'il n'y a pas de normes. Vous construisez à neuf, vous construisez avec les mêmes, pas de normes qu'il y avait avant. À la différence peut-être de la compagnie avec laquelle vous faites affaire, qui peut éventuellement avoir des exigences, mais ça change d'une compagnie à l'autre. C'est ça. Donc, comme disait Roxane, il n'y a pas de normes qui sont édictées par le MAPAC. En fait, c'est de la juridiction des municipalités. Voilà pourquoi, après notre visite au MAPAC, les gens du MAPAC nous ont redirigés vers le ministère de l'occupation du territoire et ce qui est plus, en théorie, chargé de la sécurité incendie. Mais le MAPAC, c'est un acteur important dans le milieu agricole et le MAPAC, son mandat, c'est de s'assurer de la sécurité et que l'habitat des animaux soit sécuritaire. Donc même si le MAPAC n'est pas l'autorité qui édicte les règlements de protection incendie, il a quand même un rôle parce que c'est lui qui se porte aussi garant ou qui veille à la sécurité des animaux qui sont enfermés dans les établissements agricoles. Donc j'ai l'impression que ça va jouer, chacun va se renvoyer la balle, mais à un moment donné, il faudra prendre une décision. Là, on est rendu à l'étape de communiquer, en fait, c'est déjà fait récemment, avec le ministère de l'occupation du territoire, et je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Donc, c'est long, ça prend du temps, mais dites-vous que chaque année, depuis 2015, c'est plus de 220 000 animaux qui sont morts brûlés vifs. Et les statistiques que nous faisons, vous allez pouvoir y accéder avec les documents qu'on va vous donner, les statistiques nous donnent une incidence, une fréquence moyenne d'incendie au Québec de plus que 1 par 2 semaines. Donc, toutes les 2 semaines, il y a au moins un incendie qui cause entre quelques mortalités et le maximum, c'était plusieurs dizaines de milliers, 50 000. Et en moyenne, c'est entre les deux, quelques centaines, quelques milliers d'animaux qui meurent brûlés vifs. Les plus chanceux sont inconscients à cause de la fumée, ce qui n'est pas un processus dépourvu de souffrance, mais au moins ils ne sont pas conscients quand ils brûlent. Mais beaucoup sont pleinement conscients quand ils sont brûlés vifs. Donc il faut vraiment faire changer ça. Donc, est-ce que c'est possible à cause que le lait végétal est quand même en hausse partout, que le lait de vache est en baisse, que certaines compagnies laitières sont aussi en baisse et qui se servent des feux pour se faire simplement payer par les assurances parce qu'il y a des shops d'assurance. Moi, ça me semble être clair que c'est ça, à mon point de vue. Je ne ferai aucune inférence à ce sujet parce que c'est quand même grave comme accusation. Il est possible qu'un petit pourcentage soit criminel, soit voulu, mais de manière générale, les agriculteurs, les éleveurs sont sous-assurés. Ils récupèrent vraiment pas tous ceux qu'ils ont perdus. Alors, est-ce que même cette petite fraction pourrait les aider à repartir? Ça, c'est une inférence dangereuse et je ne sais pas. On n'a pas les preuves, malheureusement. Et donc, les assurances font des enquêtes, mais c'est très dur de savoir quand tout a brûlé. Mais les assurances vont aller regarder les états de compte des entreprises, vont même aller regarder les états de compte des membres de la famille, des propriétaires de l'entreprise pour voir s'il n'y aurait pas un lien avec un problème financier. Donc, il y a quand même des enquêtes qui sont faites, mais c'est très difficile de prouver que c'est... Oh oui, mais ça, c'est... Vu l'incidence, vu la fréquence à laquelle ça arrive, c'est certain, et le contexte économique, c'est certain qu'on pense à ça. Mais moi, je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Je ne peux pas le dire.